Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. 2 jours après son entrée à la primature, le Premier ministre a rencontré une partie de l'opposition ivoirienne. Sa priorité, dit-il, instaurer un dialogue permanent. Demain, c'est août 2020, la Côte d'Ivoire aura 60 ans d'indépendance. Comment ce moment historique a-t-il été vécu en Côte d'Ivoire? Reportage à suivre. Et puis Emmanuel Macron est arrivé ce matin à Beyrouth pour constater la double explosion qui a fait au moins 137 morts. Il promet son soutien aux Libanais. Je vous le disais, Ahmed Bakayoko a rencontré ce jeudi une partie de l'opposition ivoirienne, à savoir Pascal Afine-Guessan du FPI et Maurice Kakou Guikawe du PDCI. Des rencontres qui interviennent à 2 jours de sa prise de fonction et qui en disent long sur sa volonté de rassembler les Ivoiriens. On l'écoute. Aujourd'hui est mon premier jour de travail. J'ai voulu le consacrer à des échanges avec les animateurs politiques de notre pays qui rythment la vie publique, pour clairement indiquer que la priorité de mon action dans ce contexte et à 3 mois des échéances électorales, c'est d'instaurer un dialogue permanent, un dialogue sincère, un dialogue franc avec tous ces animateurs-là. Ma conviction, c'est que quand nous parlons, et quand nous parlons bien, les choses sont très différentes. Donc, ça nous permet de faire l'économie de crise qui ont des conséquences bien souvent dramatiques pour nos États. Je voudrais souhaiter une bonne fête de l'indépendance à tous nos concitoyens. C'est le 60e anniversaire. Le président de la République avait prévu une grande célébration, mais malheureusement, les contraintes et les mesures de restriction liées à la pandémie à Covid-19 nous imposent une cérémonie sobre, mais forte, en symbole qu'est la prise d'armes, c'est-à-dire notre rassemblement autour du drapeau, qui est le symbole le plus fort de la nation. Je vous souhaite bonne fête et je demande à nos concitoyens de nous faire confiance. Et puis, tous les 16 décembre de chaque année se tiendra dorénavant la journée nationale du pardon, une annonce issue du Conseil des ministres hier mercredi, le but étant de commémorer la mémoire de toutes les victimes des crises survenues dans le pays. Salif Yadekwe. Une journée nationale du pardon et du souvenir qui se déroulera le 16 décembre de chaque année en souvenir des victimes des violences post-électorales du 16 décembre 2010. Telle est l'une des décisions du Conseil des ministres qui s'est tenue mercredi au palais présidentiel d'Abidjan-Plateau. Quelles sont les motivations de cette initiative? L'institution de cette journée spéciale est une exhortation de l'ensemble des Ivoiriens et des habitants de la Côte d'Ivoire au pardon réciproque afin d'honorer sans discrimination la mémoire de toutes les victimes des différentes crises survenues dans notre pays, de façon à nous préserver contre la répétition de ce passé douloureux. Afin que les victimes ne soient jamais oubliées, il est envisagé la réalisation prochaine des mémorials nationaux ainsi que des mémoriaux régionaux. La Côte d'Ivoire a connu plusieurs crises, dont celle de 2010-2011, à la suite de l'élection présidentielle qui a opposé au 2e tour l'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara, à l'ex-président Laurent Gbagbo. Cette crise post-électorale a fait officiellement 3000 morts. À la veille de l'élection présidentielle d'octobre prochain, les appels se multiplient pour un scrutin sans violence. Les acteurs nationaux de la filière riz se mobilisent pour une production additionnelle locale de 300 000 tonnes de riz blanchi sur un besoin de 2 millions de tonnes cette année, marqué par la pandémie de la Covid-19. Timé Danger, Tanguy Conan. Feu vert pour le démarrage des activités terrain des opérateurs retenus pour la mise en œuvre du programme d'urgence riz 2020. Ils disposent désormais de l'agrément de concession pour se déployer sur le terrain. Se réjouissant du lancement de cette étape du programme, le directeur de l'ADERIS, Agence pour le développement de la filière riz, décline les attentes. Le stock de 500 000 tonnes couvrait jusqu'à la période juillet-août.
Et après, qu'est-ce qu'il fallait faire? D'abord, apprécier le gap. Nous avons fait nos calculs, nos estimations ont indiqué que le gap était autour de 300 000 tonnes. Vraiment boucler la fin de l'année. Donc il fallait mettre en place rapidement un programme, ce qu'on a intitulé programme d'urgence sérieux, pour produire ce gap-là et ne pas être en déficit au niveau de la consommation. Le directeur de l'ADERISE relevait par ailleurs l'impact de la crise sanitaire à la Covid-19 sur la filière. Pour lui, la mobilisation des acteurs locaux s'impose pour éviter une baisse de 20% de la production nationale de riz blanchi. Il s'agit de couvrir un gap. Nous avons notre production nationale ordinaire qui suit son cours, mais nous allons intervenir pour booster la production, envoyer une production supplémentaire qui nous permet de combler le gap induit par la Covid-19. Conforme aux dispositions de la stratégie nationale de développement de la riziculture, le programme d'urgence riz a été élaboré par le ministère de la Promotion et de la Riziculture. D'un montant global de plus de 16 milliards de francs CFA, sa mise en œuvre est l'affaire de l'ADERISE et de ses 4 partenaires retenus pour les activités terrain visant à accroître la production nationale de 300 000 tonnes et couvrir le gap de 400 000 tonnes consécutif aux perturbations des importations liées à la Covid-19. 650 commandos prêts pour la sécurisation de nos eaux et forêts. Après une formation militaire de 4 mois, les nouvelles recrues ont intégré officiellement la brigade chargée de la sécurisation des parcs nationaux et réserves. C'est au péril de leur vie qu'ils s'engagent ce jeudi à défendre la faune et la flore ivoirienne. Tim Bédanger, Aruna Zeba. 650 commandos forestiers ivoiriens sont prêts pour la protection de la faune et la flore du pays. Lors du cérémonial de sortie de promotion baptisé Amadou Gon Coulibaly, il restitue des acquis de la formation militaire complémentaire de 4 mois. Bien avant, ces nouvelles recrues de la brigade spéciale de surveillance et d'intervention s'engageaient à cœur vaillant, au nom de leur devise, à défendre les aires protégées du pays. Cet engagement réjouit le ministre de tutelle. Pour lui, les nouveaux soldats de l'armée verte doivent mériter d'être des filleuls du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cela impose de servir avec honneur, dignité et loyauté. Vous avez choisi pour parrain un homme caractérisé par la loyauté, la probité, le travail bien fait et le don de soi. J'ai nommé le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ce choix est judicieux et courageux. Je vous en félicite. En même temps, c'est un défi que vous devez relever au quotidien, si vous voulez effectivement évoluer à l'image de votre parrain. Demeurez un et faites prévaloir les valeurs de notre République en toutes circonstances. À tous ceux qui s'écarteraient de ces valeurs, Alain Donvailly met sévèrement en garde. Vous êtes donc la lance qui se tourne vers les délinquants de la forêt. À l'instar du valeureux combattant, vous n'avez pas le droit de baisser les bras ou de salir l'image de la Corporation des eaux et forêts. Je vous tiens à l'œil. Tenez-vous bien. Étant donné que, selon l'adage, qui aime bien châtie bien, tout manquement de votre part fera l'objet d'une sanction exemplaire et sans appel. Ce message est manifestement bien entendu. À travers le défilé, les nouveaux commandos forestiers réitèrent leur serment. Leur unité, à savoir la brigade spéciale, comprend un commandement, 2 compagnies d'intervention commando jungle, une compagnie de renseignement, une compagnie faune, une autre eau, une escouade lagunaire et une section musique. 60 ans d'indépendance demain pour la Côte d'Ivoire. Comment cette journée mémorable du 7 août 1960 a-t-elle été vécue dans le pays? Témoignage dans ce reportage de Pierre Dipomela. En seulement 24 heures,
La Côte d'Ivoire fête son 60e anniversaire d'indépendance. Cette année, ce sera une célébration dans la sobriété, un autre effet de la crise sanitaire. La cérémonie officielle va consister à une montée de drapeau avec l'exécution de l'Abidjanaise, l'hymne national, en présence du président de la République Alassane Ouattara. Le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire quittait définitivement la communauté franco-africaine pour disposer d'elle-même. Pour les témoins de cet événement historique, ils en gardent des souvenirs empreints de nostalgie. Il y a la nostalgie, bien sûr, puisque le temps colonial, nous connaissons la Marseillaise par cœur. C'était notre hymne national. Un noir qui chante de Marseillaise comme plus que le français. Il faut voir comment la séparation à cette époque était quand même nostalgique. Celui qui a vécu un tout petit peu le temps colonial et qui vient se retrouver à cette époque libre et citoyen ivoirien, alors là, c'était formidable. Je me considère enfant de l'indépendance parce que c'est en 1960 que j'entrais en 6e au collège moderne de Sassandra. Et pour me faire une faveur, mes parents m'ont amené à Abidjan, où j'étais déjà, pour les vacances. Et me voilà le 7 août sur le pont Félix Houphouët-Boigny. Avant de se rendre à l'Assemblée nationale, où l'envoyé spécial de la France, M. Louis Jacquinot, était là. Et c'était en même temps le discours que j'ai retenu depuis cette date, de Yassé Philippe. Il disait ceci: le 27 juillet, l'Assemblée nationale scellait l'acte consacrant la libre détermination du peuple. Et voici qu'aujourd'hui, 7 août, s'élève joyeuse et sévère l'aube de l'indépendance. Philippe Grégoire Yassé, et après lui interviendra Félix Houphouët-Boigny. Le président d'alors, Félix Houphouët-Boigny, la veille de la proclamation de l'indépendance, va confier la Côte d'Ivoire à Dieu, à travers des cultes musulmans et chrétiens, au stade Géo-André, l'actuel stade Félix Houphouët-Boigny. Mais le fait marquant pour ces témoins reste le défilé et le feu de camp. Mais on était sur le pont Houphouët-Boigny, eh bien, on a vu le grand Félix Houphouët-Boigny dans son commande-car. Et la garde républicaine qui nous chantait, enfin, qui fredonnait la musique de l'Abidjanaise, Papier-Marie Coty et Pierre-Michel Pango. Ce jour-là, nous étions tous dehors, en train de vivre cet événement exceptionnel de la vie de notre pays. Nous étions ensemble, toute la jeunesse de Treichville, sur le pont Félix Houphouët-Boigny. Et c'était émouvant. Chacun avait une torche et on allumait avec... C'était beau à voir. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Cette torche, le morceau de balai, forme de balai, attaché à un bois et avec le feu. Et on le soulevait, on défilait avec ça. C'était très beau, très joli, à distance. 60 ans après son autodétermination, la Côte d'Ivoire a fait du chemin. Des bons points sont à noter au niveau du développement économique et infrastructurel. C'est la première puissance francophone sous-régionale. Mais le pays vit au rythme des crises socio-politiques qui ralentissent son essor. Dans quelques minutes, le président de la République, Alassane Ouattara, va s'adresser à la nation. Un message très attendu au moment où le pays prépare les élections présidentielles du 31 octobre prochain. Un nouveau bilan sur la maladie à coronavirus ce jeudi. 98 nouveaux cas ont été enregistrés et 293 personnes guéries. Le nombre de personnes contaminées passe donc à 16 447 personnes, dont 12 484 guéries, 103 personnes décédées et 3 860 cas actifs. À l'étranger, le Liban n'est pas seul, mais il faudra des réformes. Le président Emmanuel Macron est arrivé ce matin à Beyrouth au surlendemain d'une double explosion dévastatrice pour la ville. Le chef de l'État français plaide pour des réformes indispensables selon lui pour que le pays arrête de s'enfoncer après ce coup terrible qui vient s'ajouter à une intense crise politique et économique. Salif Yalekwe. Le président français Emmanuel Macron visite au Liban où un incendie mardi dans un entrepôt du port de la capitale Beyrouth, abritant depuis des années une énorme quantité de nitrate d'ammonium,
a fait au moins 137 morts et 5000 blessés. Sur les raisons de ce voyage, l'hôte du Liban explique. Je suis venu ici dire et apporter le soutien de la nation française, du peuple français au peuple libanais. Ce soutien a commencé avec 3 avions qui sont arrivés hier, que nous avons affrétés dans l'urgence, avec des moyens médicaux, des premières forces de secours. Un autre arrive dans les prochaines heures avec des forces complémentaires. On a déjà de quoi soigner environ 500 blessés. Le président français a souhaité que les enquêtes puissent rapidement faire la lumière sur ce drame qui a fait au moins 137 morts et 5000 blessés. Réagissant à la colère des populations qui qualifient le régime de corrompu, Emmanuel Macron exhorte les autorités libanaises à changer de système. Il promet de proposer à ce pays un nouveau pacte politique. Mais au-delà de l'explosion, et on l'a bien senti ce matin dans la colère qu'il y a dans la rue, il y a aujourd'hui une crise politique, morale, économique et financière qui dure depuis plusieurs mois, plusieurs années. Et celle-ci implique des initiatives politiques fortes. Nous avons commencé à en parler. J'en ai parlé avec le président Aoun. J'en ai parlé avec le président Berry et le Premier ministre Diab aussi à l'instant, avec beaucoup de franchise et de transparence. Et il faut justement que des initiatives politiques fortes soient prises pour lutter contre la corruption, pour imposer la transparence, pour mener les réformes que nous connaissons. Il s'agit de la première visite d'un chef d'État étranger depuis l'explosion de près de 3000 tonnes de nitrate d'ammonium stocké depuis 6 ans dans l'entrepôt du port de Beyrouth. L'Union européenne a annoncé ce jour avoir débloqué 33 millions d'euros en urgence. Le président Alpha Condé ne s'est pas encore prononcé, mais les délégués du RPG, sa formation politique, l'ont choisi hier lors de la première journée de convention électorale à Conakry afin qu'il porte les couleurs du parti lors de la prochaine élection présidentielle. Nadja Eja. Les partisans du président Alpha Condé militent pour sa candidature. Malgré les vagues de contestation contre un 3e mandat du président guinéen Alpha Condé, son parti, le Rassemblement du peuple de Guinée, voit en lui le meilleur choix. 350 délégués du RPG se sont réunis au siège de l'Assemblée nationale pour plaider en faveur de sa candidature à la prochaine élection présidentielle guinéenne. C'est le point de départ au chaud d'un nouvel avenir promoteur et radieux pour la Guinée et les Guinéens. Et nous sommes fiers, nous ensemble, nous sommes fiers d'être le vecteur de cette nouvelle espérance pour notre pays et pour notre peuple. On a vu que Alpha Condé est le meilleur choix. Ce qu'il a fait pendant ces 10 ans, aucun président n'a fait dans ce pays-là. Pour l'instant en Guinée, je le dis, cela n'engage que moi. Haut et fort, Alpha Condé n'a pas de remplaçant. Un homme de progrès, c'est un homme qui a fait ses preuves et on l'a vu. Alors pourquoi ne pas le laisser travailler? Pourquoi ne pas le laisser finir la bonne intention qu'il a pour ce pays qu'on appelle la Guinée, qui nous appartient tous? La constitution guinéenne limite le nombre de mandats à 2. Mais selon les partisans du président guinéen, l'adoption en début d'année d'une nouvelle loi fondamentale lors d'un référendum lui permet de se présenter à nouveau à l'élection présidentielle qui se tiendra en octobre. Les opposants ne l'entendent pas de cette oreille et prévoient manifester. Notons que la mobilisation anti-Condé conduite par l'opposition guinéenne a fait des dizaines de morts parmi les manifestants depuis octobre 2019. Elles ont entre 15 et 18 ans, certaines même plus jeunes encore, des milliers d'adolescentes enceintes en quelques semaines au Kenya, un phénomène que les Kenyans surnomment la peste du sexe, en cause les restrictions liées à la pandémie de la Covid-19 et le manque d'éducation sur les relations sexuelles. Nadja Eja. Au Kenya, la pandémie de coronavirus a accentué le nombre de cas de grossesse chez les adolescentes. Arrivée à Nairobi pour trouver un emploi peu avant la pandémie, Lynette, 16 ans, n'a pu échapper à cette réalité. Séduite par un conducteur de mototaxi qui lui offrait de quoi survivre, elle se retrouve avec une grossesse non désirée
et un père absent. Je pense que je suis trop jeune pour tomber enceinte. J'ai l'impression que mes amis vont se moquer de moi. J'ai quitté la campagne, sans grossesse, pour venir ici et tomber enceinte. Je vais être mère. Un enfant a besoin de bouillie, de lait, de miel. Je m'en veux. Comme Linette, des milliers de jeunes filles sont tombées enceintes pendant le confinement entre mars et mai. Dans la seule ville de Nairobi, on compte près de 5000 cas similaires, dont plus de 500 âgés seulement de 10 à 14 ans. La plupart des adolescentes ont des relations sexuelles transactionnelles, toujours avec leur petit ami, mais elles sont toujours transactionnelles. Elles veulent gagner de l'argent. Elles veulent de l'argent de poche, et puis certaines ont des relations sexuelles parce qu'elles n'ont pas accès à des serviettes hygiéniques. À l'école, elles en reçoivent gratuitement, mais quand elles sont à la maison et qu'elles ne peuvent pas en acheter, elles doivent avoir des relations sexuelles transactionnelles pour en avoir. Si cette augmentation de grossesse au Kenya est liée à la fermeture des écoles, certains pointent du doigt également l'insuffisance de cours dispensés